T'as couru toute la journée après le temps, entre les réunions, les mails, les tâches, les projets, les courses, le sport. Et pourtant, à la fin de la journée, t'es épuisé, t'as l'impression d'avoir rien accompli. Si tu te reconnais là-dedans, je vais dire quelque chose qui va peut-être te surprendre, mais ton problème, c'est pas le manque de temps. C'est que t'organises certainement les mauvaises choses au mauvais moment ou avec les mauvais outils. Moi, c'est Capucine Barbette, fondatrice d'Optimize et auteure de l'ordre en soi. Et dans ce podcast, je vais te partager les 3 clés pour apprendre à t'organiser différemment pour qu'à la fin de chaque journée, tu saches exactement où t'en es, ce que t'as accompli et que tu puisses enfin te reposer sans culpabiliser. Avant de commencer, je voudrais te dire quelque chose. C'est que c'est pas une énième méthode d'organisation qu'on va voir ensemble, un énième outil à tester ou à apprendre. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les ressources que tu as déjà, parce que t'as pas besoin de tout changer ou de tout transformer pour que ton organisation fonctionne, t'as surtout besoin de comprendre et d'adapter à toi. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. La première clé, elle peut te paraître contre-intuitive, mais c'est que pour t'organiser, il te faut moins d'outils. Donc on t'a certainement vendu que pour être organisée, pour être productive, tu pouvais avoir des outils à ta disposition, comme des planeurs, des agendas, des checklists à mettre sur le frigo, des applications. D'ailleurs, tu en as peut-être déjà testé plusieurs. Et tu vois bien que pourtant, ta charge mentale, elle est encore là. Donc c'est peut-être un petit peu mieux, mais ça résout pas tout. Et justement, le problème, c'est que trop d'outils tuent l'organisation. Donc moi, ce que je te propose, c'est plutôt de centraliser. Parce que le problème, c'est que plus tu as d'outils, plus tu vas te disperser entre ces outils-là. C'est-à-dire que pour passer d'un outil à un autre, je te fais un exemple concret de la vie de tous les jours, t'attends de recevoir un colis. T'as le numéro de suivi dans tes mails. Tu dois être chez toi le jour où tu reçois le colis. Et pourtant, si une chose change, si la date de livraison change, c'est toute ta tête qui doit penser à faire tous les changements autour. Et c'est pareil si t'as une réunion importante. Tu la planifies dans son agenda. Tu retrouves peut-être ta to-do list pour cette réunion dans tes mails. Ce que tu dois ramener pour cette réunion, c'est peut-être sur un message WhatsApp. Et c'est la même chose, si la réunion change, c'est toute ton organisation qui change autour de ça. Parce que c'est ta tête qui fait le lien entre ces différents outils. Et on se rend pas compte déjà du temps qu'on perd. Alors c'est vraiment des petites secondes à chaque fois, mais à changer d'outil. Par exemple, si tu organises tes finances sur Excel et qu'après tu vas passer à tes projets que tu gères dans les archives sur ton ordi, ou après sur les notes de ton téléphone pour rechercher qu'est-ce que tu avais dans ta to-do list. En fait, ton cerveau, il va mettre à peu près 30 secondes pour se réadapter à chaque outil, à chaque application. 30 secondes, tu vas me dire, c'est pas grand-chose, on fait le changement assez rapidement. Mais le problème, c'est que si tu mets bout à bout toutes ces petites secondes, toutes ces micro-frictions au fur et à mesure de la journée, c'est quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mentale dépensée un peu dans le vent. Donc moi, ce que je te propose, c'est vraiment de centraliser, de mettre toute ton organisation au même endroit. Pour donner aussi un exemple plus concret, j'ai une de mes clientes qui sort d'un burn-out et qui a profité de son arrêt pour justement remettre un peu le nez dans son organisation et optimiser tout ça pour simplifier sa vie davantage parce qu'elle elle se sentait encore débordée. Et la première fois qu'elle m'a appelée, elle m'a dit « Mais Capucine, je comprends pas. J'ai un Excel pour gérer mes finances, j'ai un Google Calendar partagé avec mon mari, je gère mes projets dans des documents Word, mes mails ils sont triés, j'ai même ma to-do list dans les rappels de mon téléphone, et pourtant je me sens sous l'eau, je me sens submergée. » Alors oui, évidemment, en apparence, elle est organisée, elle est même très bien organisée, mais pourtant, elle se dit sous l'eau, elle se sent noyée. Et c'est tout à fait normal avec ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est la dispersion des outils. Et après, en burn-out, on n'a plus l'énergie mentale pour passer justement d'un outil à l'autre. On n'a plus l'énergie pour faire ces connexions, pour penser à chaque fois à tout ce que ça implique. Et c'est vraiment là qu'il faut centraliser. Donc, cette cliente, elle a utilisé le Life Planner. Donc, le Life Planner, c'est le template Notion perso où je centralise toute ma vie, que je mets maintenant à disposition. Et depuis qu'elle l'utilise et qu'elle centralise sa vie au même endroit, la charge mentale qui la prenait avant, elle s'est vraiment dissoute. Elle m'a même dit la dernière fois qu'elle m'a contactée qu'elle avait plus besoin de se lever la nuit pour noter sur des post-it de peur de tout oublier. Maintenant, elle savait qu'il y avait un espace qui était pensé pour tout poser, qu'elle avait plus besoin de tout porter dans sa tête. Et c'est surtout ça, vraiment, la centralisation. En fait, vraiment, il faut que tu vois ton organisation, donc l'organisation de ta vie de tous les jours, comme une maison. Donc là, pour l'instant, si tu as plusieurs outils, c'est comme si tu avais une ruelle et que chaque maison représentait un outil. Donc tu vas avoir une maison qui va représenter ton Excel, une maison qui va représenter les documents dans ton ordinateur, une maison qui va représenter l'application qui gère par exemple ta to-do list ou tes tâches ménagères,
une application où ça va être ton Notion, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu vas rechercher une information, que tu vas avoir besoin de traiter quelque chose, tu vas devoir sortir d'une maison, traverser la rue, aller dans l'autre maison et aller dans la bonne pièce pour trouver la bonne information. Donc si en plus, tu fais quelque chose comme le suivi de colis ou une réunion qui va regrouper plusieurs maisons, plusieurs pièces, tu vois pas le nombre d'allers-retours que tu vas faire pour simplement chercher une information. Et ça, vraiment, c'est de l'épuisement pour rien. On peut vraiment simplifier les choses. Donc, mon conseil, la première clé, c'est de tout centraliser. Pas besoin que ce soit la meilleure application, pas besoin que ce soit hyper compliqué, juste besoin que ce soit centralisé. C'est vraiment le principal. Donc, pour ça, comment tu peux faire ? Tu peux utiliser un seul planeur, si tu es plus à l'aise que ce soit du papier ou alors du numérique, un seul agenda, une seule application, mais vraiment tout mettre au même endroit. Moi, à titre personnel et pour le professionnel aussi, j'utilise essentiellement, même quasiment que Notion, avec le Life Planner d'ailleurs, pour gérer ma vie perso. Je trouve que ce qui est génial avec cette application, c'est qu'en plus de mettre tout au même endroit, donc de n'avoir qu'une seule maison, je perds beaucoup moins de temps à aller de pièce en pièce plutôt que de traverser la rue. C'est que du coup, je peux automatiser et connecter même toutes mes pièces. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment plus besoin de penser à rien. J'ai des rappels au moment où je dois avoir des rappels. Si je mets à jour une information, c'est tout le système qui se met à jour. Donc voilà, aujourd'hui, tout de suite, je te demande pas d'avoir tout le système automatisé, mais je te demande juste d'avoir une seule porte d'entrée, une seule maison, et ce sera déjà très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième clé, et celle-ci va peut-être un peu te surprendre. On nous a beaucoup vendu que pour être organisé, pour être productif, il y avait un facteur qu'il fallait gérer, et une fois qu'on le maîtrise, on maîtrise quasiment toute son organisation, c'est le facteur temps. Si tu maîtrises ton temps, si tu sais faire des plannings, si tu fais du time blocking, t'es quelqu'un de super organisé. Ok, mais on va prendre un exemple. Pourquoi, si t'as 2 fois la même journée, avec les mêmes créneaux, où tu te lèves à la même heure, tu te couches à la même heure, t'as exactement les mêmes tâches à faire à l'intérieur, pourquoi une fois ça va super bien se passer, tu vas être capable de soulever des montagnes, de faire plein de choses, et même de faire plus que ce qui était prévu, et pourquoi sur cette même journée, à un autre moment, ça va être une montagne, ça va être hyper difficile, alors que pourtant le facteur temps il est le même. T'as les mêmes tâches, t'as les mêmes horaires, donc ça devrait fonctionner. Et pourtant, ça marche pas. Et peut-être parce qu'on s'est intéressé aux mauvais facteurs pour s'organiser justement. Moi, je voudrais plutôt te parler d'énergie. Parce que c'est ça finalement qui fait la différence d'une journée qui se passe bien à une journée qui se passe mal. Le temps c'est le même, mais ce qui va changer, c'est ton énergie. C'est l'état dans lequel tu vas faire cette journée. Parce que l'énergie justement, elle te dit que tu peux avoir des moments de productivité et des moments de latence. Et c'est totalement normal, c'est ce qui fait de nous des humains et pas des robots. Et c'est ce qui fait aussi que, même si tu planifies bien ta semaine du lundi au dimanche ou du lundi au vendredi sur les horaires de travail, c'est ce qui fait qu'il y a des journées qui vont se passer plus ou moins bien. C'est que ton énergie, elle va être en mouvement vraiment toute la semaine. Et connaître son énergie, c'est vraiment la clé de toute organisation qui fonctionne. Parce que du coup, tu pars de toi plutôt que de partir de ce qui se passe à l'extérieur, des événements extérieurs. Là, on va pas venir planifier notre temps, on va venir planifier notre énergie. Et ça, je peux te dire, ça fait toute la différence. Mais alors, comment connaître nos moments de pic d'énergie ? Le moment où on va être super productif, où on va être capable d'abattre un boulot monstre, on ne sait pas trop pourquoi, et comment reconnaître nos moments de creux, où là, même juste répondre à un message, répondre à un mail, ça devient la tâche de trop. Et bien pour ça, j'ai un outil super simple, c'est les chronotypes. Le docteur Michael Breus, il a théorisé cette théorie qu'il existait 4 chronotypes biologiques. Donc là, c'est vraiment notre ADN qui définit comment on fonctionne. Et du coup, on peut facilement se reconnaître dans un de ces chronotypes. Je t'explique. D'abord, on a les lions. Les lions, ça c'est plutôt les lève-tôt qui vont être productifs entre 8h et midi, vont préférer se coucher tôt aussi. Donc tu vois, en termes d'une journée, le lion, il va commencer avec l'énergie au max, et puis ça va descendre petit à petit au fur et à mesure. Donc après-midi, ça commence à dégringoler tout doucement. Ensuite, on a l'ours qui va représenter plus de 50% de la population, grosso modo. Lui, il va vraiment suivre le rythme du soleil. Donc ça veut dire qu'il va se lever tranquillement, et puis de 10h jusqu'à 16h, il va redescendre tranquillement. Donc pour lui, le rythme salarié ou les horaires de bureau sont parfaitement adaptés. Ensuite, on a le loup. Le loup, lui, va commencer très bas. Son énergie, elle va monter progressivement au fur et à mesure que la journée avance, donc plutôt un pic, un sommet entre 15h et 18h, et du coup qui va être assez éveillé le soir. Donc le loup, on va dire que c'est plutôt les créatifs intenses et qui vont avoir tendance
à se lever tard et à se coucher tard. Et enfin, on a les dauphins, lui qui va plutôt avoir des variables dans la journée, avec un sommeil léger et qui va plutôt fonctionner en sprint, donc pas de gros moments de focus, mais vraiment des petites variables au fur et à mesure de la journée. Et finalement, si tu comprends que ton énergie, c'est vraiment des vagues, tu peux comprendre que le mieux pour toi, c'est de surfer dessus. Donc comment ça fonctionne ? Par exemple, si tu as un loup, tu vas avoir du mal à te réveiller. Pourquoi tu vas te mettre des tâches qui vont te demander beaucoup de jus de cerveau, beaucoup d'énergie le matin, alors que tu es à plat ? L'intensité de la tâche va être là. Si on te demande de faire un gros projet ou de faire des choses qui te sortent un peu de ta zone de confort, alors que ton énergie est là, forcément, pour arriver de là à là, il y a quand même un grand palier. Alors que si on te demande plutôt de faire une tâche créative intense dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, quand ton énergie est haute, elle s'adapte au niveau de la tâche. Et là, tu comprends que tu vas pouvoir surfer vraiment sur la vague plutôt que de te la prendre en plein fouet. Donc c'est vraiment en ça que les chronotypes peuvent t'aider. Déjà, en te parlant des 4 chronotypes animaux, je pense que tu as pu t'identifier plutôt dans l'un d'entre eux. Si c'est pas encore assez clair pour toi, on va faire un petit exercice. Imagine que demain, tu as une journée complètement off. T'as personne à voir, t'as rien de prévu, ta to-do list, elle est complètement vide, t'as rien à faire, t'as aucune obligation. Tu choisis vraiment ta journée. Donc si tu choisis ta journée, à quelle heure tu mets ton réveil ? Ou alors est-ce que tu fais une grasse mat ? À quelle heure tu irais te coucher naturellement ? Plutôt tôt, plutôt tard ? Et si jamais tu as une séance de sport à faire, tu la cales à quel moment de la journée ? Est-ce que tu vas la mettre plutôt tôt, parce que c'est là où tu sens que tu as de l'énergie et c'est le moment que tu préfères ? Est-ce que tu vas la mettre plutôt dans l'après-midi ? Là, on peut penser que tu serais plutôt ours. Ou est-ce que tu vas plutôt la mettre en fin d'après-midi ou le soir pour vraiment avoir le temps de profiter de ta journée ? Là, on pourrait penser que tu es plutôt loup. Donc ça peut déjà te donner vraiment un bon indicateur sur ce que t'es. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis clairement loup. Donc je mets pas de réveil avant 9h-10h parce que je sais que mon énergie, dans tous les cas, elle est pas là. J'ai pas envie de lutter contre moi-même, j'ai vraiment envie de surfer sur la vague de mon énergie, d'être productive au bon moment, parce que si jamais je mettais un réveil à 6h, à 7h pour faire mon sport, pour faire mes tâches, clairement, je serais une loque. Donc ça servira à rien, je serai pas productive, en plus je culpabiliserais de pas être productive comme je veux, et je m'épuiserais. Pour te donner un exemple, ce lundi-là, j'avais prévu de bosser 3 heures sur un projet client qui me demandait pas mal de jus de cerveau. Et j'avais mal dormi la veille, je me suis réveillée un peu plus ronchon que d'habitude. Donc plutôt que de me dire je vais pas avoir assez d'énergie aujourd'hui pour faire cette tâche, pour tenir la journée que j'avais prévu de tenir, j'ai été plus tranquille le matin, j'ai vraiment pris la matinée pour prendre soin de mon énergie, pour prendre soin de mon corps, ce qui fait que du coup ça a décalé un peu les tâches sur mon après-midi, et finalement je me suis retrouvée à avoir 1h30 à pouvoir bosser sur ce projet client plutôt que 3 heures. Mais en fait, j'ai vraiment calé cette heure-là sur mon pic de productivité maximale, j'ai été hyper efficace, et je pense que j'ai été vraiment 2 fois plus efficace que si j'avais mis ces 3 heures un peu dispersées dans la journée au moment où j'avais pas l'énergie. Donc c'est vraiment pour te dire que surfer sur la vague de ton énergie, ça te permet de faire les choses de manière beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus de douceur et vraiment de profiter de cette productivité. Plutôt que d'aller contre elle et te dire toujours à la fin de la journée je comprends pas pourquoi je suis fatiguée, voilà, ça marche pas, etc. Parce que oublie pas, t'as un niveau d'intensité de tes tâches et un niveau d'intensité de ton énergie. Donc, une fois que tu connais ton chronotype, comment tu peux utiliser ça dans ta vie de tous les jours ? Si tu es entrepreneur ou que tu choisis tes horaires, évidemment, c'est plus facile. Ça peut déterminer ton heure de lever, ton heure de coucher, ce que tu fais le matin, ce que tu fais l'après-midi, et surtout de mettre les tâches qui vont être plus intenses, plus créatives, donc la création de contenu, la stratégie, les projets clients, ce qui va te demander plus de jus de cerveau, de mettre ça au moment de ton pic de productivité. Au contraire, ce qui va te demander moins d'énergie, le traitement des mails, les factures, les petites tâches comme ça, de les mettre au moment où t'as pas d'énergie. Le but, c'est de pas gaspiller cette ressource précieuse qu'on a, mais d'en profiter. Après, le niveau d'intensité des tâches, en vrai, ça dépend vraiment de toi. Par exemple, pour moi, faire de l'admin, ça me demande pas beaucoup d'énergie, c'est pas si compliqué, ça me dérange pas trop. Mais si pour toi, faire des tâches admin, c'est vraiment une montagne parce que tu détestes ça, c'est ok, tu peux considérer que c'est une tâche à haute intensité et du coup mettre ça sur un moment de haute productivité. Ça, c'est vraiment toi qui décides et c'est pour ça que je te dis que l'organisation, c'est vraiment propre à chacun, elle s'adapte à toi, plutôt que de suivre des modèles de gestion du temps ou d'organisation où on te dit c'est comme ça que ça marche et c'est pour ça que ça marche pas chez toi. Moi, je te propose plutôt de voir les choses à l'inverse, c'est de partir de toi,
pour comprendre comment tu marches et finalement pour que ça fonctionne. Et si à l'inverse, t'es salarié, que tu peux pas vraiment choisir tes horaires, donc là tu peux me dire super Capucine, j'ai compris comment je fonctionne, mais en fait moi je suis au boulot de 8h à 17h, je choisis pas vraiment ce que je fais, donc comment je fais ? Ok, très bien, tu peux quand même utiliser le chronotype pour l'adapter à ta vie, de manière différente. Donc comment tu peux faire ? Tu peux simplement te dire, si tu as une séance de sport, à quel moment tu la cales ? Est-ce que tu vas plutôt la mettre avant d'aller au boulot ? Ou est-ce que tu vas plutôt la mettre en rentrant chez toi le soir ? Et si tu es en jour off, le week-end ou en vacances, comment tu vas décider ta journée ? Est-ce que tu vas plutôt faire ce que tu as sur ta to-do list le matin, plutôt l'après-midi, plutôt le soir, ou un petit peu en fractionné pour les dauphins sur toute la journée ? Alors que tu sois entrepreneur, freelance, salarié, tu vois bien que les chronotypes peuvent vraiment te servir dans la vie de tous les jours. Il y a un deuxième point que je voudrais vraiment que tu prennes en compte, c'est le regard des autres. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec Instagram, etc., on a vraiment tendance à se comparer, et ça, beaucoup avec les méthodes qui fonctionnent pour les autres, qu'on va essayer d'appliquer et qui ne fonctionnent pas pour nous. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit sur les réseaux avec les morning routines, il faut se lever tôt, entre 5h30 et 6h, pour faire son sport, sa séance de yoga, sa séance de méditation, boire son smoothie avant de prendre son café, etc. Tu te dis, ok, super, c'est ça le secret de la réussite dans la vie, c'est ça qui fait que je vais réussir à battre tout ce que j'ai envie d'abattre, c'est ça qui fait que je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Donc tu testes, tu te lèves beaucoup plus tôt, tu vas faire ta séance de sport, c'est dur, mais tu y vas quand même, t'arrives devant ton bureau et là, tu plantes. C'est normal, si t'es un loup et que t'as utilisé une méthode qui fonctionne pour les lions, normal que ça fonctionne pas pour toi. Donc tu vas essayer de t'acharner. Tu vas essayer 1 semaine, 2 semaines grand max, et ça tient pas. C'est parce que cette méthode, si elle est faite pour un lion, elle peut pas fonctionner si t'es pas lion. Et c'est ça le point important à retenir, c'est qu'une méthode qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionne pas forcément pour une autre personne. Et tu vois, dans notre société, on a souvent tendance à glamouriser les méthodes qui fonctionnent pour les lions. Donc tout ce qui va être se lever tôt, se coucher tôt, et on va mettre ces choses-là sur un piédestal, c'est bien vu de faire ça. Alors que si tu comprends que c'est pas fait pour toi, et que biologiquement ça ne fonctionne pas pour toi, c'est quand même déculpabilisant. Tu comprends que le problème, c'est pas toi. À l'inverse, si tu te couches tard, si tu te lèves tard, on va plutôt te voir comme quelqu'un de flemmard, comme quelqu'un qu'on n'a pas trop envie. Alors que si justement tu sais que t'es plus productif le soir, pourquoi s'en priver ? Tu vois, par exemple, depuis que je connais mon chronotype et que du coup j'adapte mes horaires en fonction, on m'a déjà dit « Ah mais toi ça va, t'as la belle vie, tu te lèves pas à 6h tous les matins, tu te lèves à l'heure que t'as envie, ça va tranquille. » Et je peux t'assurer que le jour où on m'a dit ça, je bossais plus de 45 heures la semaine, parce que je me couchais à pas d'heure pour bosser. Aujourd'hui, je gère beaucoup mieux mon temps, mais c'est pour te dire qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc vraiment, ne te culpabilise pas de faire les choses si tu sens qu'elles sont bien pour toi, si elles te correspondent. Et si elles ne correspondent pas du tout à ce qu'on te montre sur les réseaux, c'est pas grave. Si tu sais que c'est fait pour toi, que c'est adapté pour toi, c'est ça qui va fonctionner. Donc la clé numéro 2, planifier ton énergie avant même de planifier ton temps. Et d'ailleurs, en parlant de planification, tu vois, moi, quand je fais mon planning de la semaine, donc je le fais tous les dimanches soirs ou tous les lundis matins, je me pose, je regarde mon calendrier, évidemment, comme on fait un planning, je regarde les créneaux disponibles et je mets mes tâches. Mais avant même de mettre les tâches dans mon calendrier, avant même de me dire quel temps est disponible pour faire mes tâches, je me pose la question, comment est-ce que moi, je vais ? Comment est-ce que je me sens cette semaine ? Parce que déjà, avec le chronotype, tu peux comprendre qu'on va plutôt mettre les tâches à haute intensité au moment de son énergie la plus haute et les tâches à faible intensité au moment où on a l'énergie la plus basse. Mais en plus de ça, je viens me questionner sur mon état global. Comment je me sens ? Si j'ai eu des bonnes ou des mauvaises nouvelles, forcément, ça va jouer sur mon énergie. Je regarde aussi s'il y a des choses dans la semaine qui vont me donner ou me faire perdre de l'énergie. Par exemple, si j'ai un moment avec ma sœur ou une soirée en famille, je sais que ça c'est quelque chose qui va me booster. Si à l'inverse, j'ai quelque chose qui est un peu plus difficile à affronter, ou si je suis malade, même en période, même pour les femmes en période de cycle menstruel, etc., ça joue dans l'énergie. Donc, une fois qu'on connaît son chronotype, on connaît ses vagues, on met les tâches en fonction de son énergie et puis on vient adapter, ajuster en fonction de notre état global. Et vraiment, une fois qu'on a fait ce diagnostic intérieur, on va pouvoir venir planifier seulement et seulement à ce moment-là les tâches dans l'emploi du temps avec le créneau en partie. Et je te promets que quand tu pars de toi et pas de l'extérieur, ça fonctionne parce que tu prends en compte que tu es un être humain et que tu n'es pas un robot. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre la gestion du temps
et la gestion de l'énergie. Et d'ailleurs, pour te dire que l'énergie, c'est vraiment par là que tout commence, c'est pour ça que j'en ai fait mon module 1 dans Flow System, mon programme d'organisation qui s'adapte à toi. Et maintenant, je voudrais te donner la troisième chose qui va vraiment faire que ton organisation fonctionne sur le long terme. On va partir d'une situation qu'on a tous certainement vécue, moi la première. T'as bossé toute la journée, tu rentres chez toi, t'es fatigué, t'arrives dans ton frigo, et là se pose la question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Et là, même choisir entre des pâtes ou du riz, c'est compliqué. Je pense que tu reconnais de quoi je parle. Et cette situation, elle est totalement normale. Même si on peut se dire, pourquoi je bloque à ce moment-là sur une question aussi débile ? Mais c'est normal et je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que tu savais que chaque jour, on prend environ 35 000 décisions ? Ça fait 24 par minute, ça en fait 2 par seconde. C'est énorme. Donc tu vas peut-être me dire, faut peut-être pas abuser, je sais que je prends pas autant de décisions à la minute ou dans ma vie. En fait, c'est parce que 99% des décisions qu'on prend dans la journée, elles sont inconscientes. Ça veut dire que ton cerveau, il va pas te demander ton avis. Il va réfléchir en arrière-plan, donc ça va être quelles chaussettes je mets en premier, quand je traverse la rue, à quelle vitesse je vais. C'est vraiment ces petites choses dont on n'a pas besoin de réfléchir, mais où le cerveau doit choisir entre A et B. Donc si on fait le calcul, ça veut dire qu'il te reste que 1% pour la prise de décision consciente. Donc imagine que c'est vraiment comme une batterie d'énergie. T'as déjà 99% qui sont d'office cramés dans ta journée, il te reste 1%. Et le problème, c'est que quand on prend des décisions toute la journée qui demandent de mobiliser de la concentration, et forcément que choisir entre des pâtes ou du riz, ça devient insurmontable. C'est hyper logique vu comme ça. Et d'ailleurs, on entend souvent maintenant les anciennes générations ou nos grands-parents nous dire « Oh là là, mais vous maintenant, vous prenez beaucoup la tête, vous vivez beaucoup dans votre tête. Nous, on se posait pas toutes ces questions avant, on n'avait pas besoin d'autant réfléchir. » Alors, est-ce que ça voulait dire que ces générations étaient plus organisées que nous ? Géraient mieux les choses que nous ? Pas forcément. En fait, à l'époque, ils avaient surtout beaucoup moins de choix. C'est vraiment le mal de notre société, ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Tu vas te retrouver le soir sur Netflix, t'as le choix d'un catalogue énorme juste pour choisir une série ou un film. Tu vas sur Uber Eats pour te commander à manger, t'as le choix entre pizza, thaï, sushi, burger. Tu scrolles sur les réseaux, ça en termine jamais, tu t'as même pas le temps de retenir une information. Le choix, il est partout, constamment. On nous demande de prendre des décisions tout le temps, en permanence. Et quand tu sais qu'il te reste que 1% de prise de décision consciente, tu comprends que ça peut devenir difficile. Et quand t'arrives et que tu te poses devant ta to-do list, et que tu te dis, qu'est-ce qui est urgent ou important ? Par où je commence ? Qu'est-ce que je dois faire vraiment ? Qu'est-ce qui a déjà été fait ? Tu comprends qu'avec toutes les décisions que tu as prises dans la journée, tu bloques devant ta to-do list. Tu sais pas par où commencer. Donc moi, ce que je te propose pour la troisième clé, c'est de simplifier la prise de décision. De pas te donner justement ce paradoxe de choix, mais de simplifier un maximum pour que ton cerveau n'ait pas à réfléchir et qu'il passe directement à l'action. Parce que si tu prends juste ta to-do list et que tu essayes de cocher un maximum de cases, tu réagis en mode pompier. Tu essayes juste d'éteindre des feux et d'être dans la réaction plutôt que dans l'action. Et si par exemple je te pose la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Liste-moi toutes les tâches que tu as faites. Tu vas quand même prendre un temps de réflexion, tu vas avoir du mal à me répondre. Par contre, si je te pose la question à l'inverse, qu'est-ce que tu n'as pas fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire ? Là, c'est beaucoup plus facile à me sortir tout ce qui te manque à faire. Et ça, c'est l'effet Zeigarnik. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ton cerveau, dès qu'il a une tâche à commencer ou en cours, il va ouvrir une boucle dans ton cerveau. Et le cerveau, il déteste les boucles ouvertes. Lui, ce qu'il va chercher, c'est à les fermer à tout prix. Moi, j'aime plutôt voir les boucles comme des bulles. C'est comme si chaque tâche de ta to-do list représentait une bulle. Dès que tu ajoutes une tâche à ta to-do, tu mets une bulle dans ton cerveau. Donc ça, c'est toutes les tâches qui sont pas commencées ou en cours. Dès que tu termines une tâche, tu peux percer la bulle, elle libère de la place dans ton cerveau pour la prochaine. Donc lui, ton cerveau, ce qu'il va chercher à faire, c'est de retrouver de l'espace mental, c'est de retrouver de la clarté pour prendre des décisions. Et s'il est envahi de bulles, il va pas avoir la place pour prendre ses décisions. Donc c'est pour ça que tu vas avoir du mal à passer à l'action et que tu vas rester bloqué sur ta to-do interminable. Et si je te demande de penser à ta to-do list, comment tu la visualises ? Comment tu la projettes ? J'imagine que tout de suite tu vois quelque chose de vertical, avec peut-être un titre to-do list, et ensuite une longue liste qui défile. Donc on pourrait comparer ça à un bocal par exemple, où dedans chaque tâche représente ces fameuses bulles. Tu vas en mettre, tu vas en enlever
dès que les tâches seront cochées, et bien souvent, ça va déborder. Et toi, ton objectif ultime, c'est un jour de voir le fond de ce bocal. C'est ton rêve, parce que tu te dis, si un jour j'arrive à voir le fond de ce bocal, c'est que j'aurai tout coché sur ma to-do list, c'est que je serai enfin sereine, j'aurai du temps libre pour moi, je pourrai retrouver du temps, de la clarté pour réfléchir, et là, je me sentirai bien. Je préfère être très honnête avec toi tout de suite, ce bocal, il a pas de fond. La to-do list, elle ne se termine jamais. Et c'est normal, en fait, c'est un peu le but de la vie. C'est que des choses arrivent, des choses se terminent, d'autres choses commencent. C'est pas si grave que ça. Tu vois, par exemple, Mark Manson, dans L'art subtil de s'en foutre, lui, il dit qu'une vie sans problème, ça n'existe pas. Et que le bonheur ne se conditionne pas à ne plus jamais avoir de problème dans sa vie. Le bonheur, c'est plutôt de souhaiter une vie pleine de problèmes, mais de problèmes résolvables, pas trop compliqués, surmontables. Donc lui, il ne souhaite pas ne plus avoir de problème dans sa vie, il souhaite juste des problèmes pas trop difficiles à affronter. C'est exactement pareil pour la to-do list, c'est qu'il n'y a pas un jour dans ta vie où tu vas te réveiller, tu n'auras plus rien à faire. Tu auras toujours des choses à faire, et quand bien même tu coches toute ta to-do, de nouvelles choses vont se rajouter, et c'est ok, c'est pas grave. Le principal, c'est savoir comment tu gères ça, pour ne pas subir ta vie, mais plutôt piloter ta to-do, pour pas que ça devienne un fardeau pour toi. Donc moi, ce que je te propose, plutôt que de voir la to-do comme un bocal vertical avec un fond que tu verras jamais, c'est plutôt de passer au format horizontal. Donc moi, je préfère voir la to-do plutôt comme un tapis roulant. Donc un tapis roulant qui va représenter le temps, donc qui va être plutôt court si tu te représentes ça sur une journée, qui va être un peu plus long si tu te représentes ça sur une semaine, ou encore plus long si tu te représentes ça sur un mois. Et à partir de là, tu vas pouvoir choisir consciemment quelle bulle tu déposes sur ton tapis roulant. Là, c'est toi qui vas décider à quel moment tu gères ce temps disponible, à quel moment tu gères cette to-do list à ta manière. Et puis la différence, c'est que si jamais tu poses une bulle et que le tapis a fini de rouler, c'est la fin de la semaine et la bulle n'a pas éclaté, c'est un tapis roulant, tu vas pouvoir la retrouver la semaine prochaine et avec la place qui te reste sur ton tapis roulant, faire en fonction. Donc je sais pas si déjà visuellement, tu retrouves un petit peu la clarté mentale de se dire « Ah ouais, vu comme ça, je comprends beaucoup mieux comment fonctionne une to-do list et que finalement, les tâches, c'est pas censé rester dans un réservoir, dans un stockage. Les tâches, ça se planifie. Le cerveau, il est pas fait pour stocker de l'information. C'est pas un déversoir. Il est fait pour traiter, il est fait pour créer. Toi, ton rôle, c'est de seulement lui dire comment faire et de pouvoir l'aider avec les bons outils. Donc maintenant que tu as compris que la to-do, c'était pas seulement une liste de tâches à retenir dans ton cerveau, mais plutôt des tâches à planifier, des bulles à poser sur ton tapis roulant. Maintenant, je voudrais qu'on parle de la to-do list en elle-même et ce qu'elle représente. En général, et pour beaucoup de personnes, la to-do list, c'est un peu la poubelle mentale. C'est le déversoir à tout et à rien. Qu'est-ce qu'on y met dans cette to-do list ? On y met des idées, de choses qu'on pourrait avoir envie de faire un jour, de cadeaux d'anniversaire à acheter. On y met les rendez-vous pour pas les oublier. On y met toutes les tâches qu'on a à faire. On y met même des projets, des choses qu'on voudrait faire. En fait, on y pose tout ce qu'on a peur d'oublier pour garder une trace. Mais le problème, c'est qu'une to-do list, si tu traduis ce que c'est que c'est une tâche de liste. C'est pas une poubelle mentale. Tu peux pas y mettre tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça aujourd'hui que t'arrives pas à passer à l'action, que t'arrives pas à planifier. Et quand bien même t'essayes de passer à la planification, que tu restes bloqué devant ta tâche au moment de le faire. C'est parce que dans une to-do list, ce que tu peux mettre sur ton tapis roulant, c'est uniquement des tâches. Donc qu'est-ce que c'est une tâche ? Une tâche, c'est une chose à faire qui est actionnable dans un temps imparti, donc entre 5 minutes et 2-3 heures. Au-delà, on parlera plutôt de projet, qui a donc un début et une fin, et surtout où on sait à quel moment ça commence et à quel moment ça termine. Je te prends un exemple. Si dans ta to-do list, tu as par exemple depuis 6 mois apprendre le portugais, t'as beau essayer de te mettre des créneaux, de faire de la planification pour apprendre le portugais, pourtant t'as du mal à passer à l'action et tu parles toujours pas portugais. C'est normal, apprendre le portugais, c'est un projet. Si tu voulais transformer ça en tâche, qu'est-ce que ça donnerait ? Pour le planifier et le mettre dans son emploi du temps, ce serait plutôt faire la session 3 de Duolingo demain à 10h en prenant mon café. Là, c'est hyper clair, c'est concret, c'est actionnable, on peut passer à l'action. Le cerveau n'a plus de friction de se dire par où je commence. On n'a plus besoin de prendre la décision, de réfléchir avant de se mettre en action. On peut tout de suite le faire. Donc, tu pourrais
clairement te créer un projet, apprendre le portugais, où dedans, tu te mettrais des tâches. Parce qu'en fait, c'est ça un projet. Un projet, c'est finalement un objectif sur une limite de temps qui regroupe plusieurs tâches. Et c'est les tâches qu'on planifie dans l'agenda, c'est pas les projets. Ça pourrait être aussi, par exemple, refaire la déco de mon salon. Ça, c'est pareil, ça peut être dans ta to-do depuis 3 mois. Et c'est la même chose que pour apprendre le portugais, c'est pas quelque chose de planifiable. Refaire mon salon, tu peux pas le caler demain de 8h à 10h. Ça fonctionne pas. Il faut que tu décomposes jusqu'à ce que ce soit actionnable. Donc, si tu décomposes refaire la déco de mon salon, ça pourrait être simplement prendre les mesures du mur du fond et trouver l'étagère qui ira sur ce mur-là. C'est tout, c'est une action. Et moi-même, depuis que j'ai pris conscience de ça, donc dans mon emploi du temps, il n'y a que des tâches, il m'arrive encore d'avoir du mal à passer à l'action. Et je sais que ça vient toujours de là. C'est que la tâche, même si je l'ai quand même bien décomposée déjà, elle est peut-être encore trop grosse et qu'il y a encore des frictions pour que mon cerveau passe facilement à l'action. Donc quand c'est comme ça, quand je vois que j'ai du mal ou que c'est souvent les tâches qu'on reporte, je vais la décomposer jusqu'à ce qu'elle ne me fasse plus du tout peur et que je me dise, mais en fait, hyper simple à faire, ça me prend pas si longtemps, etc. Et c'est là où on va pouvoir vraiment se mettre en mouvement et il faut pas attendre d'être motivé pour commencer, c'est justement le fait de commencer qui entraîne la motivation derrière. Et en plus, on va pouvoir beaucoup plus facilement fermer des boucles, donc percer des bulles et se libérer de l'espace sur notre tapis roulant, ce qui va nous créer de la dopamine, parce que comme je disais tout à l'heure avec l'effet Zekernik, le cerveau, il adore fermer des boucles, il adore percer des bulles, c'est de la satisfaction immédiate, c'est de la dopamine rapide. Tu vois, c'est comme par exemple quand tu coches sur ta to-do un item ou que tu rayes en vert. Tu vois la satisfaction que tu ressens, mais c'est exactement ça qu'on va venir chercher, c'est ça qui va nous motiver à passer à la suite. Pour te dire, il m'arrive même dans ma to-do, quand je fais des tâches en plus de ce que j'avais prévu, il m'arrive parfois de venir les noter juste pour le plaisir de les rayer. Et c'est ok, parce qu'en fait, tu viens te récompenser rapidement et très simplement, ce qui va t'aider à passer à la suite. Donc, on peut faire ça. Et c'est ça qui fait la différence à la fin de la journée. Quand on te dit « qu'est-ce que t'as fait ?», le but, c'est de pouvoir avoir dit que t'as fermé un maximum de boucles, que t'as coché un maximum de tâches. Mais pour ça, encore faut-il qu'elles soient actionnables immédiatement et qu'elles soient bien identifiées. Donc maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Là, tout de suite, tu peux reprendre ta to-do list. Déjà, tu vas pouvoir venir rayer les idées, les projets, les rendez-vous, tout ce qui n'est pas une tâche concrètement actionnable maintenant. Ça dégage de la to-do. Bien sûr, l'idée, c'est pas que ça se perde non plus et de créer de la charge mentale supplémentaire, c'est de venir poser ça au bon endroit, à la bonne place. Donc les projets, tu vas pouvoir te faire une page projet dans ton Notion ou gérer ça dans ton planner, dans l'endroit que tu as décidé pour tout centraliser. Tu vas ouvrir un projet où dedans, tu vas venir lister les tâches et au moins les projets, tu peux les dégager de la to-do. Les rendez-vous, tu peux les planifier tout de suite dans ton agenda. Pas besoin que ce soit dans la to-do, c'est dans ton agenda, c'est déjà posé quelque part, tu vas pas les oublier. Les idées, c'est pareil que les projets, tu peux te faire une boîte à idées quelque part. Dans la to-do, il te faut que des tâches. Donc déjà, tu vas voir que ça va t'enlever au moins 50% de tes items. Tu vas retrouver déjà de la clarté mentale immédiate, tu vas pouvoir respirer, ça va être déjà beaucoup plus clair. Et maintenant que c'est beaucoup plus clair, il va falloir aussi mettre en évidence les tâches. Parce que si tu as des items qui sont listés ou si on reprend l'idée des bulles et que toutes tes bulles ressemblent à la même chose, tout va sembler encore un peu urgent et important dans ta tête. Et comme on dit, si tout est urgent, si tout est important, plus rien ne l'est vraiment. Si tu as trop de tâches et qu'elles sont toutes à la même intensité dans ta tête, ce que ton cerveau va essayer de faire, s'il y a encore trop de bulles, c'est d'en percer un maximum, c'est de réduire le bruit. Donc il va pas forcément filtrer ce qui est prioritaire ou pas. Il va essayer juste de faire ce qui fait le plus de bruit en premier, d'éteindre le feu. Donc potentiellement, les dernières tâches qui sont arrivées dans ta to-do, celles qu'on fait déborder le bocal, c'est certainement celles qu'on va choisir en priorité. Pourtant, c'est pas forcément celles qui sont les plus importantes pour toi à l'instant T. Et c'est là où le soir, tu vas pouvoir te dire « Mince, j'ai fait plein de choses et pourtant, j'ai pas avancé sur ce que je voulais. Bon tant pis, je m'y remettrai demain. » L'idée, c'est vraiment de faire le filtre dans cette to-do qui ne contient que des tâches. Donc comment on fait le filtre ? Maintenant que tu as retrouvé de la clarté mentale, tu peux reprendre tes items un à un et il va falloir mettre en évidence ces items-là.
Donc tu vas les reprendre petit à petit et te dire pour chacun, est-ce que je dois le faire aujourd'hui, demain, cette semaine? Donc est-ce qu'il a un caractère plutôt urgent? Est-ce qu'il est prioritaire? Est-ce qu'il répond aussi à mes objectifs du moment tout simplement? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Donc déjà, tu vas pouvoir hiérarchiser un petit peu cette to-do en ce qu'il y a à faire prochainement maintenant, ce qui est urgent, etc. Ou alors ce qui peut attendre, ce qui n'a pas vraiment de date, etc. Et là, tu peux voir que sur ton tapis roulant, finalement, tes bulles, elles commencent à se différencier les unes des autres. Tu vas en avoir des plus grosses, peut-être rouges, tu vas en avoir des plus petites. Et là, visuellement, c'est beaucoup plus clair. Tu as vraiment une projection de ton temps, une projection de ce que tu as à faire qui est immédiate. Et là, à la fin de la journée, je peux t'assurer que tu peux te dire « Ok, je sais sur quoi j'ai avancé, je sais que ce que j'ai fait, c'était prioritaire, je sais que j'ai pas juste éteint le bruit, éteint les feux dans ma tête pour me décharger, mais là, je sais que j'ai vraiment avancé sur ce qui comptait. » Et c'est ça le plus important. Et du coup, la dernière chose, une fois que tu as fait le tri dans cette to-do list, c'est de venir planifier. Donc, on met un peu de côté la liste à planifier plus tard quand j'aurai le temps. On garde plutôt la liste à planifier pour aujourd'hui, demain. Et là, on va venir sortir les bulles du bocal et vraiment les poser sur le tapis roulant dans notre emploi du temps et décider un créneau, une horaire, un moment pour le faire. Et là, la mise en mouvement, le passage à l'action, il sera beaucoup plus simple. Et je peux te dire que la satisfaction que tu vas ressentir une fois que tu auras percé toutes ces bulles, ce qui va te donner l'élan de recommencer le lendemain et le surlendemain, et de retrouver aussi confiance en toi sur ton organisation, parce que du coup, elle fonctionnera vraiment pour toi et que tu auras vraiment creusé les détails plutôt que de survoler vraiment et d'essayer de te battre contre toi-même un peu tout le temps. Donc si je fais le récap de ces 3 clés aujourd'hui, la première, c'est de centraliser ton organisation. Avoir une seule maison, une seule porte d'entrée, un seul outil que tu choisis, peu importe lequel, mais une seule chose pour tout gérer. L'idée, c'est d'arrêter de chercher, de réfléchir, c'est d'avoir un endroit où tu puisses tout poser pour alléger ta charge mentale. La deuxième clé, ça va être de partir de ton énergie plutôt que de partir de ton temps. Et c'est vraiment en partant de toi, en comprenant comment tu fonctionnes, que ton organisation sera durable et pérenne dans le temps. Et la troisième, ça va être de simplifier tes décisions pour faciliter le passage à l'action et de plutôt passer ta to-do list du format vertical au format horizontal pour te projeter aussi plus facilement dans le temps et planifier avec facilité. Avoir des déclics et comprendre des choses, c'est bien, c'est ce qui va te permettre de passer à l'action dès ce soir. Mais avec un soutien et un accompagnement, c'est là où tu vas vraiment pouvoir avoir les bases d'une organisation pérenne et qui dure dans le temps. Si tu veux un outil pour centraliser toute ton organisation dès maintenant, j'ai l'outil pour toi. C'est le Life Planner, un espace Notion clé en main, déjà prêt, plus qu'à remplir, et en plus tout est automatisé. Et si tu veux aller plus loin pour trouver l'organisation qui s'adapte à toi et pas l'inverse, j'ai Flow System, mon programme pour construire de A à Z ton système personnalisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si je peux t'aider à optimiser ta vie grâce à l'organisation, tous les liens sont en description. À très vite!